Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des correspondants. Pour cette édition, je vous emmène au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo. Prenons la direction du Mali. Cette semaine, notre correspondant nous parlait d'une rencontre qui s'est tenue entre les acteurs politiques et le Premier ministre de la transition, Choguel Maïga. Les deux partis restent toujours divisés autour des objectifs de la transition. Les partis politiques soupçonnent le gouvernement de vouloir proroger le délai de la transition au risque de créer une crise préélectorale. Reportage de notre correspondant sur place, Bouraïma Soulo. Toujours aucun compromis entre le gouvernement et certains principaux partis politiques. En plus du contentieux autour de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections, il y a d'autres points de discorde. Nous avons décidé de faire cette transition pendant 18 mois. Nous sommes déjà à 12 mois. Il reste 6 mois. Nous voulons qu'on aille à ces élections pour la crédibilité même de notre pays, pour le respect de nos engagements. Apprêtez-vous, mes chers amis, parce que ne créez pas une crise préélectorale. Il ne faut pas qu'on ait une crise préélectorale. Voilà pourquoi nous sommes dans un cadre, nous, partis politiques, soucieux de l'avenir et du devenir de cette nation. Nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes regroupés, nous avons fait un mémorandum où nous avons fait l'analyse de la situation de façon générale et fait également des propositions. Nous pensons que l'inclusivité, c'est se mettre ensemble, c'est de travailler à ce qu'on ait un calendrier, un chronogramme bien détaillé. Autre sujet qui fâche le cadre de constatation des partis politiques, c'est le respect du délai de la transition. Sur ce point, Jean-Mille Bittard, membre du M5 RFP, clarifie que le délai de 18 mois n'est écrit nulle part dans la charte de transition. Des discussions de la charte, nous étions présents, mais il ne me revient pas dans l'esprit, jusqu'à preuve du contraire, qu'il avait été question de 18 mois pour parachever toutes les ambitions que le peuple malien avait portées sur la place publique. 18 mois, l'épée Damoclès, non. Nous disions que nous ne voulons pas d'une transition bâclée. Entre ceux qui sont pour la prolongation de la transition et ceux qui sont contre, le Premier ministre assure que les autorités de la transition vont respecter leurs engagements de 18 mois. Une question centrale est revenue, la durée de la transition. Les partis ont des avis tranchés. Nous leur avons dit que le gouvernement s'est engagé à faire tout ce qui dépend de lui, faire respecter ses engagements. Et c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied pour atteindre ces objectifs. Pour le reste, rien ne sera décidé sans les Maliens. Le cadre de constatation des partis politiques prévient qu'il ne cautionne aucune prolongation de la transition sous la primature de l'actuel Premier ministre. Au Bénin, le trafic de l'essence de contrebande appelé paillot est en souffrance. Cette activité pratiquée dans le pays est désormais formellement interdite par le gouvernement. Une décision qui n'est pas du goût des vendeurs qui désormais se cachent pour vendre leurs produits. Kevin Sonsi. Se procurer de l'essence de contrebande communément appelée Kpayor, vendue aux abords des routes au Bénin, devient de plus en plus difficile pour les habitants de différentes villes. Gildas habite à Kpakpa, quartier situé dans la périphérie de Cotonou. Pour se rendre sur son lieu de travail, il doit parcourir une longue distance avant de trouver un point de vente clandestin en raison du déguerpissement qui a touché les vendeurs autrefois installés partout sur les voies. Vraiment, c'est une très grande difficulté pour nous. Surtout moi, j'ai quitté très loin, j'ai quitté jusqu'à Akpakpa. Je vais à Ouida. J'ai quitté Akpakpa, trouver les vendeurs d'essence au bord de la voie. C'est très difficile pour moi. Eux tous ils ne sont plus au bord de la voie. Eux tous se cachent. Et on a du mal à trouver les vendeurs d'essence qui se trouvent au bord de la voie. Vous voyez, de Akpakpa, et ici même je suis à Gbodje. Vous voyez un peu, c'est très difficile pour nous. Même ici, là où je me suis arrêté là maintenant, là, c'est parce qu'il y a un jeune homme au bord de la voie qui a le truc qu'ils prennent pour nous servir d'essence là, qui a ça en mec. C'est là que j'ai détecté que, ben voilà, il y a un vendeur ici, c'est là que je me suis arrêté. Lazare, vendeur d'essence de contrebande, est obligé de cacher les bidons d'essence loin des regards pour ne pas se faire prendre par la police qui contrôle sans cesse plusieurs artères. Les policiers nous chassent.
Donc avant de vendre 1 litre d'essence, c'est difficile pour nous. Donc on met ça juste au fond, on cache l'essence là. Si c'est 1 litre, on n'arrive pas à vendre. Donc arrivé au bord de la voie, on dit les policiers arrivent. Les policiers arrivent, nous avons peur de vendre. Donc s'ils nous voient, ils jettent nos bouteilles là. Les bouteilles de 20 litres, ils cassent ça. Les 10 litres, ils nous cassent ça. Donc c'est pourquoi avant de vendre là, on met l'essence jusqu'au fond, dans la maison, peut-être dans la brousse. Des mesures sont prises aujourd'hui au Bénin pour la construction des stations d'essence modernes au détriment des points de vente d'essence frelatée qui sont quant à eux interdits. Quand on prend le côté station, on dit que c'est parce qu'il y a des stations qui sont en train d'être mises en place dans le pays qu'on demande à ces gens-là de quitter pour qu'on puisse bien assainir. Déjà, moi, je me demande si ces stations-là pourront bien gérer le rôle qu'on leur donne. Même s'il y a des stations au bord de la voie, l'État doit nous aider aussi, parce que nous aussi, nous voulons manger. Donc nous sommes des citoyens comme des autres. Dans une journée, c'est difficile de vendre 15 litres. Est-ce qu'on peut vendre 15 litres par jour et gagner quelque chose? Donc c'est difficile pour nous. En attendant une solution d'insertion peut-être des vendeurs, la vente d'essence frelatée aux abords des routes n'est plus possible en République du Bénin. Faisons un tour au Cameroun où se tient depuis le 1er septembre le championnat d'Afrique de tennis de table. 14 pays sont en lice dans les catégories hommes et dames. La compétition se tient à huis clos en raison de la pandémie du Covid-19. Étienne Bala et Cyril Nguidjoy. Ça joue à Yaoundé au Cameroun depuis le 1er septembre 2021. Ils sont une centaine de pongistes venus de 14 pays réunis pour le titre africain à ces 24e championnats seniors dames et messieurs qui se déroulent 18 mois après pour des raisons de Covid-19. Quelques détenteurs des meilleures performances aux derniers Jeux olympiques ont répondu présents comme l'Égyptien Omar Assar, quart des finalistes à Tokyo qui dit avoir oublié les Jeux olympiques pour se consacrer cette fois à ces championnats. Olaïdje Omotayo du Nigeria brille également par sa présence. Champion d'Afrique simple messieurs aux Jeux africains hommes du Maroc en 2019, il compte rééditer l'exploit à Yaoundé, tout comme l'Égyptienne Dina Merchef, 6 fois championne d'Afrique. Bien d'autres poids lourds du tennis de table africain sont également présents, sans oublier ceux du pays hôte le Cameroun, qui comptent marquer de leur empreinte dans la compétition. Ici, au départ, on était venu pour essayer d'assurer une 5e ou 6e place. Mais là, on se rend compte que tout doucement, on avance dans la compétition. On va sûrement jouer un 2e de poule demain. Je pense que si c'est le Ghana ou la Côte d'Ivoire, on a nos chances d'aller en demi-finale. Et ça sera une très bonne chose pour nous et pour le Cameroun. Au sein de cette équipe du Cameroun, il y a un admirateur de l'Égyptien Omar Assar. Il s'agit de Igor Boulmo, qui est intéressé à sa façon de jouer depuis qu'il est tout petit. Aujourd'hui fier de compétir avec lui, il compte se donner à fond pour une meilleure performance. Dans ces championnats donc, aucun pays ou encore aucun athlète ne veut jouer les bas du tableau. Et on est venu à Yaoundé pour gagner. Quand on va dans une compétition, c'est pour gagner. Même comme je disais, il y a le Nigeria qui est très fort, il y a l'Égypte qui est très fort. On a gagné une médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique en finissant 3e. Notre intention, c'est d'arriver au moins 3e, de sauvegarder cette médaille de bronze. On a commencé la compétition plutôt confiante et sereine. Après, à la table, c'était autre chose. Après 2 ans, sans jouer, sans faire de compétition, c'est vrai que c'est un peu compliqué. L'équipe, elle reste soudée, elle restera soudée. Ici, c'est de faire médaille, d'être médaillé en par équipe, en double et si possible en simple. C'est également un ouf de soulagement, selon certains acteurs responsables africains, pour cette compétition qui vient refaire exister le tennis de table. Il faut comprendre que pendant toute une année, il y a beaucoup d'athlètes qui ne se sont pas entraînés. Automatiquement, le niveau... Mais il y a certains athlètes qui ont fait leur possible, il y en a même qui ont participé aux derniers Jeux olympiques. Donc il y en a qui sont au top, il y en a qui sont moyens. Et globalement, le niveau, ça va. Cette autre édition donc, le respect des mesures barrières reste une priorité dictée par la Confédération africaine, s'achève le 7 septembre 2021.
Près d'une trentaine d'humoristes et 6 journalistes sont à l'école du rire au Burkina Faso. C'est une initiative du Cercle des Arts Vivants qui s'est donnée pour objectif d'équiper les professionnels de l'humour et de former des journalistes en critique de spectacle. Edem Aebla a suivi pour nous une de leurs soirées de restitution. Reportage. Tous ces humoristes, l'un après l'autre, sont passés sur le podium pour faire leur show. Pour certains, c'était leur baptême de feu, mais pour d'autres, c'était leur énième fois d'être sur scène à l'occasion de la soirée de restitution de la première session du projet de renforcement des capacités des humoristes et des journalistes culturels dénommé à l'école du rire. Le projet s'appelle à l'école du rire. Voilà, c'est plusieurs sessions de formation et ça va prendre 6 mois. Et chaque mois, il y aura des sorties officielles de 2 humoristes pratiquants et de 5 émergents et 2 journalistes culturels qui seront formés pour critiquer les spectacles d'humour. Et ce soir, c'est une grande satisfaction pour moi parce que c'est un projet qui a pris, parce que les gens ils ont aimé, le public est sorti massivement, quand bien même ce n'est qu'une restitution. Et je profite de cela pour dire merci à nos bailleurs, le Fonds de développement culturel et touristique et l'Union européenne qui ont cru en notre projet. Cette nuit de restitution, le public a refusé du monde. Ainsi, pour marquer la fin de leur formation, les impétrants de cette première session ont reçu leur attestation de formation. Cette formation m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup apporté. Je suis vraiment très heureuse et je remercie Gérard pour cette initiative parce que ça va beaucoup aider les humoristes burkinabés. Ça va permettre à beaucoup d'humoristes de devenir professionnels. Parce que sans la formation, on ne peut pas dire qu'on est professionnel. Quand je suis venu en tant que journaliste, on n'est pas venu, on ne m'a pas appris des termes littéraires pour décrypter un truc. Non, on m'a mis dans le bain. On m'a appris toutes les étapes nécessaires pour créer un spectacle. Et je pense que je sors grand et je ne peux que dire merci. Ils ont eu à peu près 6 formateurs. Parce que généralement, c'est une personne qui vient, qui fait sa formation et ils apprennent de la personne. Mais maintenant, lorsque tu apprends d'au moins 6 professeurs, je pense que ton bagage est encore plus lourd et tu es encore plus aguerri à affronter les scènes. Voilà, donc c'est cette particularité qu'ils ont eu aujourd'hui. Et encore, nous avons eu des journalistes culturels qui, eux, pourront mieux critiquer maintenant l'humour. On n'avait pas des gens qui savaient ce qu'étaient les béabas de l'humour, mais qui critiquaient comme tout le monde à tout vent. Mais maintenant, nous avons des journalistes culturels qui ont été formés au métier, qui savent ce que c'est que l'humour et qui maintenant, lorsqu'ils vont utiliser les plumes, sauront de quoi ils parlent. Débuté le 28 juillet dernier, plusieurs sessions de formation sont prévues pour 6 mois. Au total, 20 humoristes émergents, 6 journalistes culturels et 8 humoristes pratiquants sont retenus pour l'édition 2021. La deuxième session de restitution se tiendra le 30 septembre prochain. Si vous vivez au Togo, vous avez déjà peut-être entendu parler de Kabawatch. C'est une start-up de lavage auto à domicile portée par une jeune entrepreneuse togolaise qui a décidé de vivre sa passion en se faisant former en France afin d'offrir un service professionnel et de qualité à ses clients. Lancé tout récemment, le projet fait déjà des émules dans la capitale togolaise. Nicolas Louillard. Il est 8h30 à Tokohuiti dans la commune du Golfe de Lomé. C'est un nouveau jour tout ordinaire qui commence pour ces agents laveurs. C'est bon, on a tout pris? Comme chaque matin, ils chargent leur matériel dans le véhicule. Nastia, la responsable, prend quelques minutes pour consulter les demandes en cours sur son téléphone. On vient d'avoir une réservation pour un lavage chez Madame Euphrasi. Donc on va s'y rendre là. Madame Euphrasi, c'est une nouvelle cliente. Elle va faire son premier lavage. Donc on a un rendez-vous à 9h. Là, on a 15 minutes d'avance. Nastia Ronledi a lancé Kabawatch, sa start-up de lavage auto à domicile, il y a tout juste 1 an et demi.
Motivée par la vision d'offrir un service professionnel de qualité, la jeune entrepreneur a donc décidé de se faire former en France. Aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix. Ceux qui font le lavage auto à domicile, ils ne sont pas pressés. Vous prenez un rendez-vous, vous savez que voilà, pendant 2 heures ou 2 heures et demie, on s'occupe que de votre voiture. Et j'ai commencé à m'intéresser à la chose. Et après, je suis partie en France me faire former chez un monsieur qui forme des gens au lavage. Moi, je vis de ça aujourd'hui. Je paye mes factures avec, je paye mes employés avec ce travail. Après une demi-heure de route, nous voici chez Euphrasie. Bonjour. Pour ce premier test, cette dame a opté pour une formule simple, lavage, aspiration intérieure. Munie d'un tube dégraissant, Larry s'est chargée de nettoyer l'intérieur, une tâche très minutieuse qui prend généralement plus d'1 heure. On va essayer de laver le contre-porte de la portière. Vu que pour certaines voitures, il y a des graisses et des huiles là-bas, on ne peut pas laisser comme ça. On prend soin de ça avant de pouvoir aller sur les choses essentielles. Le second agent laveur, équipé d'une brosse adaptée, s'occupe de rendre propres les pneus et les requins des jantes. Pendant ce temps, Nastia a elle-même s'affaire à laver l'extérieur. En seulement 3 heures de lavage, le véhicule est prêt à retourner à son propriétaire. Toute heureuse, Euphrasie va débourser 3 000 francs pour le service. C'est bien, j'adore. Et c'est propre comme jamais, quoi. Ça me permet de gagner du temps aussi parce que moi, je travaille depuis la maison et je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir au service de lavage. Ailleurs, comme dans cette laverie classique située en bordure de route à Adéhuit dans la commune du Golfe 3, la même prestation est facturée à 2 000 francs, mais beaucoup moins satisfaisante. Dans un secteur dominé par les hommes, le choix de Nastia de faire du lavage auto un métier séduit tout le monde. Intérieur comme extérieur. Fin de ce numéro du Journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Prenez plaisir en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.